Chicandier, salut. Bonjour. Je suis trop content de te recevoir parce que je crois que j'ai essayé, dans un premier temps, de t'envoyer des messages auxquels tu as répondu. Tu m'as dit carrément, je viendrai te voir et tout. Puis machin. Ensuite, on a failli se capter, ça s'est pas fait. Là, machin, là, hop. Et tu es en face de moi finalement aujourd'hui. Je suis ravi. Et moi aussi, ça me fait trop plaisir. Le podcast s'appelle Daron. Je le rappelle souvent parce qu'il faut que les gens sachent un peu où ils vont. Mais Daron, pourquoi ? Parce que j'aime bien qu'on parle de parentalité et surtout de paternité. Et t'es papa d'une petite Daphné qui a 12 ans. Je crois qu'elle a... Elle va avoir 12 ans en janvier. Voilà, c'est ça. Elle a un an de moins que ma fille. Donc, on est vraiment sur 2013. la même... 2013, voilà. On est sur la même génération. On va parler de ta paternité. Mais avant de commencer à parler de ton rôle de papa, ton rôle de daron, tu as posté il y a une semaine une photo d'elle avec un texte en dessous, un texte magnifique que j'ai screenshoté, comme on dit. Et j'aimerais que tu le lises pour démarrer cette émission. La question est, m'aurait-elle choisi ? Pas sûr. Si on m'avait proposé 1 milliard d'enfants, j'aurais pris elle. C'est certain. Elle va devoir vivre avec ça. Oui, mon père, c'est l'autre blaireau qui fait des vidéos dans sa caisse. Elle va devoir être courageuse pour 2, voire pour 3. Elle va devoir s'extirper. Comme je me suis extirpé d'avoir un père chirurgien et une mère ophtalmo, avec toujours ce regard condescendant, semblant vouloir dire « la pomme est tombée bien loin de l'arbre ». T'imagines ton père, c'est l'autre abruti qui s'est mis en barésie devant Clara Morgan ou qui a fait un coma éthylique avec Bec BD. Oui, elle devra être forte, bien plus que moi, mais elle l'est déjà. Un jour, elle m'a dit « je te mets à terre quand je veux ». Mais je ne le fais pas, car je t'aime à la folie. Elle avait 8 ans. Bref, il n'est pas né celui qui lui en fera baver. Ou peut-être que si. Les femmes fortes tombent parfois sur des mecs très louches. Mais bon, l'avantage d'être chicandier, c'est que j'ai des contacts. Le genre de contact que tu rêves de ne jamais croiser dans ta vie. Alors, avec toute ma connerie, je veille sur cette merveilleuse en espérant qu'une chose, qu'elle soit heureuse. J'embrasse tous les papas et toutes les mamans du monde, car c'est un rôle aussi magnifique qu'ingrat, mais après tout, n'est-ce pas le sens du mot insensé qu'on appelle la vie ? Merci beaucoup. Je sais à quel point tu l'as écrit et je sais à quel point c'est difficile de le lire parce que c'est toujours très émouvant de parler de nos enfants. Putain, j'écris bien quand même. Ouais, t'écris bien. Ben, c'est pour ça que je me suis dit, c'est vachement bien écrit ça. Non, mais c'est surtout très beau. Et tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Est-ce que pour toi, justement, c'est le sens de ta vie ? Elle a donné un sens à ta vie, ta fille Daphné, il y a 11 ans maintenant ? Elle a tout donné. Ma femme, Pauline, que j'appelle la Ramirez, mais qui s'appelle Pauline, c'est mon âme sœur. Ok. Je souhaite à tous les gens de la Terre de rencontrer leur âme sœur. C'est-à-dire que c'est à la fois ma meilleure amie, la personne avec qui on rigole le plus, la personne avec qui on s'engueule le plus, évidemment. Et je crois qu'elle n'était pas maman de base, et j'étais pas papa de base. Et c'est parce qu'on s'est tellement aimé qu'on a pris ce pari fou d'avoir un enfant, en l'occurrence une fille, et elle a changé toute la donne. Moi, ma femme et moi, on était un peu dans l'autodestruction, chacun de notre côté. Okay. Moi, j'ai continué. Je trouvais que c'était mieux. Elle s'est arrêtée à temps. Et elle est devenue maman, et une maman très... je peux même dire parfois, je lui dis, laisse-toi aller à un peu plus de complicité avec ta fille. En fait, elle veut tellement le bien de sa fille qu'elle est prête à sacrifier sa relation copine pour que ma fille soit dans le meilleur des dispositions possibles. Et je dis parfois, laisse-toi aller,
Voilà. Ouais. Si tu vas manger des chocolats au cinéma avec ta fille, c'est pas grave. Mais elle fait très attention à ça. Tu sens qu'elle est dans la retenue parce qu'elle veut imposer une certaine éducation, peut-être qu'elle aurait reçue, ou c'est juste... Elle veut pas imposer, elle veut la protéger à outrance. Ok. Et elle veut lui donner toutes les armes intellectuelles. Elle veut que scolairement, elle soit parfaitement voilà, capable. Ma fille est pas très mathématique. Ma femme passe 10 heures avec elle sur les mathématiques. Je dis, écoute, apparemment, je pense qu'elle travaillera pas à la NASA, la gosse. Ouais, Donc, bon, autre chose. Hein. voilà, on fera autre chose, mais elle y va. Donc, Ah ouais. elle fait le boulot, le job, et elle le fait. J'allais dire, c'est même. Moi, je lui ai dit, moi, j'aurais abandonné au bout de 10 minutes. Je lui ai dit, écoute, t'aimes pas les maths, on s'en fout, tu feras autre chose. Et ma fille est plutôt français. Mais oui, notre fille a tout changé. Quand tu te lèves le matin, tu penses à elle. Quand on lui fait un demi-gramme de mal. Moi, l'autre jour, pour tout vous dire, elle a subi du harcèlement scolaire. Mais il y a beaucoup d'enfants qui en subissent. Et je fais le distinguo total entre la chamaillerie, Ouais. parce que les enfants se parlent très mal, partout, collège public, privé, qu'importe. Ils se disent des noms d'oiseaux, et ça, bon, ça, c'est pas bien, mais c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Puis ça a été aussi Et ça le a cas été à notre notre cas. époque aussi, tu vois. Puis c'est ce qui nous a formés un peu. Ouais, clairement. Moi, j'étais petit et gros, on m'appelait petit gros, mais du coup, ça m'a donné le sens de la répartie. Pour dire, toi, t'es bouton sur la gueule, on s'appelait Casio. Ouais, voilà, tu trouves un peu tes trouves armes, quoi. Tes armes. Donc ça, je fais totalement le distinguo. Et là, c'est un petit garçon qui l'a invité à sucer un mec de son collège. Alors, ton de la blague, pas ton de la blague, mais quand on invite une fille de 11 ans et demi à sucer quelqu'un, pour moi, c'est pas de la blague, en fait. Je peux te demander juste comment ça s'est fait, à l'oral, ou il y a eu un WhatsApp, un truc En fait, il y a un tort, c'est que ma fille, elle est plutôt très mignonne, et puis elle est rigolote. Puis elle a cette espèce de gouaille, donc elle attire autour d'elle beaucoup de gens. Et donc on veut attirer son attention. Donc est-ce que c'était pour attirer son attention? Est-ce que c'était pour la choquer? Est-ce que c'était pour la faire marrer? Mais en tout cas, elle est revenue et elle nous en a parlé tout de suite. Et elle était choquée. Elle était vraiment choquée. Et elle n'est pas... Moi, son père, c'est chicandos. Donc elle n'est pas choquable facilement. Elle a vu mes vidéos et tout. Et là, le lendemain, quand même, on l'a emmenée à l'école. Elle est partie à 10h du matin à l'infirmerie. Elle avait 39 de fièvre, pour rien, sans raison. Il n'y avait pas de grippe. Ouais, donc elle a vraiment eu un choc. Donc elle a eu un choc. Ouais. Et j'ai rencontré le proviseur et j'ai dit, il faudrait que ce petit garçon présente ses excuses. Et lui, il a trouvé que c'était de la chamaillerie de collégien. Et là, comment tu réagis, toi, face à ça? La colère. La colère. Et puis après, on a dit, en fait, on est dans un système très compliqué parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'enfants et de parents de harcelés, et ça se passe toujours de la même façon. Le harcelé est enlevé de l'école et va dans une autre école. Ce qu'on est en train de faire. On la change d'école, en fait. Ah, tu la changes d'école? Ouais, je la change d'école. Les harceleurs, eux, ils continueront à bien jouer ensemble. Et par contre, les harcelés, on les change d'école. Ouais, je comprends, ça c'est complètement dingue, il faut que les choses changent. Et c'est marrant que tu me dis ça, parce que moi, dans le collège de ma fille, qui est en 5e maintenant, il y a eu donc ce cas aussi de harcèlement qui suit à la maison, parce que nous, voilà, WhatsApp, Bien machin, sûr. les réseaux sociaux, qui encore une fois sont interdits avant 15 ans, je le rappelle. Ah ouais. On lâche la bride pour beaucoup. Moi, ma fille a WhatsApp, je vais pas, voilà. Mais bon, j'ai réussi à faire ce qu'il fallait sur Insta, TikTok, Snapchat. Pour l'instant, ça tient. On verra jusqu'à quand, on va essayer de faire le job. Mais pour revenir sur le harcèlement, les parents étaient choqués justement de voir que les harceleurs avaient été sortis du collège, tu sais. Comme quoi, comme tu le dis, c'est vraiment tout l'inverse habituellement. C'est-à-dire qu'on sort le harcelé du collège. Ouais. Du coup, tu n'as pas cherché à te dire, OK, est-ce que je peux peut-être rencontrer les parents de ce gamin, qu'on essaye de faire un truc? Comment ça s'est passé par la suite? Ma femme, qui est une guerrière, Ouais, j'imagine. elle a essayé de prendre contact avec les parents. Alors évidemment, avec ses mots, elle. C'est-à-dire, c'était pas... c'est les mots d'une guerrière, quoi. Ouais. Et eux, en fait, non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déposé une main courante contre ma femme parce qu'elle avait dit que le gamin, c'était un petit con. Vraiment, on est sur du harcèlement sévère, là. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un système. C'est un système qui vise
à dédramatiser la situation, à surtout ce que le collège n'est pas l'opprobre sur lui en disant il y a des cas de harcèlement Bien chez sûr. vous. Donc en fait, c'est géré pas. Voilà. C'est ce qui aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de gens se plaignent, c'est la science du compromis. Mhm. Dans le harcèlement, il peut pas y avoir de compromis. Moi, à un moment donné, j'étais très calme. J'ai dit au proviseur, je lui ai dit mais c'est le principe de MeToo. MeToo, c'est la libération de la parole. Mm. La libération de la parole d'un enfant ou d'une enfant, ou qu'importe, c'est qu'à un moment donné, il faut l'écouter. Il faut que les parents, les adultes l'écoutent. Et quand on l'écoute, à un moment donné, qu'on prenne vraiment conscience de ce qui se passe. Mm. Si à un moment, il se passe que le petit gamin, on lui dit non, c'est de la chamaillerie entre collégiens, elle, ma fille, elle va donc penser qu'elle peut se faire insulter et inviter à faire des choses, voilà, en pensant qu'il n'y a personne qui va être Ouais, puni. et que tout le monde s'en fout. Et Ouais. tout le monde s'en fout. Mm. Et ça, c'est l'injustice totale. Ouais, bien Et sûr. le sentiment d'injustice, il est horrible. Donc, moi, je suis très pote avec Caroline Vigneault. Et au départ, c'est marrant parce que Caroline et moi, on est, moi, chicandier, le gros beauf, qui dit pique-pendre sur plein de choses. Ouais. Et Caroline, qui est hyper féministe, etc. Et j'ai appelé Caroline, d'ailleurs, après ça, qui a été toujours super, parce qu'elle a toujours été super avec moi. Et elle m'a dit, Lolo, je te comprends, Nané, on a beaucoup parlé. Et elle me dit, est-ce que tu comprends maintenant ce que vivent certaines femmes? Et en fait, ça m'a éclairé davantage, s'il en était besoin, parce que j'étais pas du tout anti-MeToo, hein, sur la parole donnée. Mais MeToo, ça veut dire la parole donnée à plein de gens. À des hommes, à des femmes, bien sûr. à des gens qui sont harcelés, à des gens qui vivent des dramas au quotidien. Moi, j'ai bossé beaucoup dans le monde de l'entreprise. Et j'ai vu des comportements dans le monde de l'entreprise. Mais un jour, je ne citerai pas de nom, hein, mais Mm. il y a une femme qui part, qui était d'ailleurs très compétente, et qui part parce qu'elle est en congé maternité. Et le patron dit, faudrait leur couper les ovaires à ces putes. Voilà. Ça, c'était il y a à peu près 15 ans. Ouais, t'imagines. Voilà. Et là, on se dit, d'accord, ok. Mais t'imagines en fait ce que ce mec-là, Ouais, qu'est-ce qu'on peut donner comme éducation quand on réagit comme ça? Comment tu vas éduquer ton fils? C'est ça. Tu vois? exactement. Est-ce que tu vas pas être dans un, enfin, je sais pas, une sorte de patriarcat, poussé à l'extrême? Mais c'est... Tu vois, une sorte de truc où, à l'ancienne, tu sais, elle est bonne femme, C'est- ça a deux Ouais. minutes. Non, c'est marrant que tu me parles de ça parce que quand il y a eu le procès Pédico, forcément, tu sais, les mecs, moi, je n'étais pas du tout dans le not all men, on n'est pas Ouais. tous comme ça. S'il y a des galères partout, c'est que quand même, il y a un souci. Bien sûr. Donc, il y a un gros souci. Donc j'ai posé des questions autour de moi, aux femmes de ma vie en fait. C'est-à-dire ma mère, ma meuf, mes meilleurs amis, parce que j'ai plein de potes. Pas une. Vous pouvez me dire, non, moi ça va, j'ai une vie plutôt cool, c'est bien passé dans ma vie, j'ai pas Ouais, eu de... j'ai pas... Toutes, même ma mère, Ouais. qui m'a dit, si, un jour, enfin 2 fois même d'ailleurs, elle te raconte les histoires, dont une j'étais là, je me souviens à peu près, j'étais gamin. Je dis, mais putain, mais c'est fou quoi. Ouais. Tu vois, c'est fou en fait. C'est... Donc je comprends ce que tu me dis par rapport à ta fille, si ça démarre pas là maintenant, en 6e, mais on va où les gars en fait? Et j'ai un discours qui est pas très moderne, mais c'est qu'en fait, je pense qu'on confond deux choses qui sont peut-être compatibles. Je m'explique. Le patriarcat, c'est devenu comme une sorte de méchant mot, etc. Le patriarcat, l'homme, le vrai homme, Mhm. déjà, comme disait Camus, un homme, ça s'empêche, Mhm. ça s'interdit. Et quand on était, par exemple, sur le Titanic, on disait les femmes et les enfants d'abord. Il y a une explication à ça. Ça veut juste dire qu'on protège les personnes qui sont à protéger. Mhm. Et les femmes, on les protège tout simplement parce qu'un homme bourré et macho qui leur tape sur la gueule, il faut plus protéger la femme que le mec. Mhm. On est bien d'accord. On est complètement d'accord. Et les enfants, c'est pareil. Mais le patriarcat, ça veut aussi dire que quand un homme sait protéger sa femme et ses enfants, c'est bien. Mhm. Je veux dire, c'est pas forcément un c'est- homme alpha, dominant, Mm. dégueulasse, qui veut se servir de son statut pour abuser sexuellement. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle des merdes. Voilà. Mais par exemple, il y a des papis, à l'ancienne, qui protégeaient leurs femmes, leurs enfants, qui les éduquaient, qui leur apprenaient la nature, la culture, les livres, la science, etc. Mm. Et c'était des gens bien.
Donc le patriarcat ne veut pas dire égal mal. Voilà. Non. C'est ça que j'aime pas dans cette comprends ce espèce que tu dis. de nouveau truc de Sciences Po un peu. Ouais. Le patriarcat, ça veut pas dire égal caca, quoi. Hmm. Le patriarcat, ça veut dire quelqu'un qui sait respecter les gens, qui sait respecter ses amis, ses amours, ses enfants, sa famille. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche parfois un peu à la génération 68, c'est qu'en fait, ils ont pris, eux, ils ont enlevé le patriarcat, ils ont enlevé tout, ils ont gardé le pognon, ils ont gardé aucune valeur. Et d'ailleurs, les seuls trucs qui tenaient les familles, souvent, c'est les grands-pères et les grands-mères. Et quand les grands-pères et les grands-mères sont décédés, malheureusement, les Noëls sont délités. Voilà. Parce qu'on dit, je ne vais pas récupérer, bien sûr. je vais pas récupérer ce dossier. Parce que le patriarcat ou matriarcat, d'ailleurs, c'est simplement la science de donner un entourage familial et équilibré et de dire aux enfants, regardez, là, quand vous êtes là, tu sais, comme quand Oui, non, mais tu vois oui, tu parles d'un environnement sécure ou machin. Exactement. Le problème, si tu veux, avec le mot patriarcat aussi, c'est que ça vient aussi d'une histoire qui fait que, en gros, si tu veux, on a eu, il y a des centaines d'années, notamment en Italie, à Rome, on a si tu veux, isolé la femme en lui disant tu es ma propriété, donc tu restes dans ma propriété, parce que si tu ne sors de ma propriété, je ne sais pas si l'enfant sera de moi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc je te enferme un peu là-dedans, et du coup, moi, je vais faire ma petite life, et je vais faire mon boulot, je vais gratter un peu, et je reviendrai avec l'oseille. Et c'est un peu, si tu veux, ce qu'on reproche maintenant au patriarcat, c'est-à-dire au-delà de la sécurité, qui pour moi, en effet, est une valeur, voilà, même si les papis dont tu parles, et pourtant j'embrasse mon grand-père absolu, c'est l'amour de ma life, je sais que de temps en temps, ça partait quand même. Et moi, tu vois, ça partait, quoi. Tu vois, c'était, ça, non, voilà. Ouais, mais c'est des petites choses, toujours pareil. On parle de déconstruction, de machin. C'est des ajustements. C'est des ajustements. Toi, par exemple, tu as eu... bien sûr, je connais un peu ta vie puisque je travaille un peu cette interview. C'est bien. Mais non, mais en gros, tu as eu des parents un peu, comment dirais-je, dans l'abandon. Des missionnaires. Des missionnaires, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, comment tu as grandi, toi, là-dedans? Tu vois, parce que quand on devient papa, on se dit, OK, est-ce que j'ai des références autour de moi pour m'aider un peu? Moi, je vis... honnêtement, je le souhaite à personne parce que j'aime pas faire. Je me victimise pas. Il y a des gens, on leur a brûlé des cigarettes sur les yeux. Il y a des gens qui ont été abandonnés, etc. Donc j'aime pas faire ma pleureuse, quoi. Je dis simplement, j'ai vécu dans une famille bergmanienne, assez Bergman. Voilà. Tu prends les films de Bergman, tu as ma famille à peu près, tu fais un résumé. Donc c'est des scorpions qui passent leur temps à se piquer, à se dire la petite phrase qui va te tuer, qui va te blesser, qui va... Voilà. Quand mes grands-parents, malheureusement, sont décédés, mes parents ont abandonné le combat en se disant que, eux, ils avaient vécu un peu tranquille, avec tous mes grands-parents qui assuraient bien un peu le truc. Puis eux, ils n'avaient pas à reprendre le job. Okay. Donc moi, je suis plus dans le passé, je suis que dans l'avenir. Enfin, dans le présent plutôt, et dans l'avenir demain pour ma fille. Et moi, je veux être ce carcan. Je veux que si un jour ma fille... Malheureusement, je sais pas de quoi demain est fait. Bien sûr. Et si elle sera avec une fille, si elle sera avec un homme, si elle sera avec deux hommes, si elle sera avec deux filles. La modernité, c'est ça. Et si un jour elle a un chagrin d'amour, moi, elle reviendra à la maison, elle aura sa chambre et son chocolat chaud le matin. Et on lui mettra les films qu'elle aime et on l'entourera de bisous et de câlins en disant que ça, c'est son espace. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, tu as cette relation-là déjà avec ta fille, c'est-à-dire au-delà de la protéger comme tu le fais actuellement pour ses soucis au collège, vous avez une relation où ça communique beaucoup, ça se dit les choses. Ah ouais, moi, en plus, elle a eu un père alcoolique, donc elle a vécu malheureusement des traumas. Un jour, je lui ai même dit, écoute, je pense que je te dois le psy jusqu'à tes 85 ans. Et ma fille est plus intelligente que moi, bien plus. Et elle a vécu des choses avec moi. Moi, j'ai jamais été ni violent. Moi, je suis violent qu'avec moi. Ah ouais, je comprends. Je suis pas violent avec les autres. Je suis violent qu'avec moi. Moi, je me jette d'un mur de 5 mètres. Je me détruis tout seul, tranquillement. Je me gerbe dans les poumons, gentiment dans mon petit coin. Donc, j'ai jamais été évidemment ni violent ni avec ma femme ni avec ma fille. Mais j'ai été très violent avec moi. Elle a assisté à des scènes violentes d'autodestruction, en fait. Ce qui peut être hyper perturbant aussi, enfin très perturbant. Bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire que le fait de t'annoncer une grossesse et une paternité prochaine il y a 11 ans, ça t'a pas mis un petit coup en te disant ok stop, j'arrête un peu tout ça, je me range un peu des bagnoles comme on dit? Absolument pas.
C'est clair. Ça a relancé la machine. Ah, j'ai même accéléré le processus parce que moi, tous mes potes qui t'entends qui me disent ouais, je vais être papa et tout, parce que j'ai des potes plus jeunes, ouais, bien sûr, qui me disent je vais être papa et tout, tu sais, ils te font le discours, tu fais. On l'a connu, tu sais. Et en fait, non, parce que pendant 9 mois, ta femme, elle boit pas. Ouais. Et toi, tu te dis, attends, je vais être papa, là, je vais accélérer la cadence. Tu te la colles 7 fois plus qu'avant. Ouais. Et moi, j'ai fait la bringue tout le temps. Et ma femme m'a supplié, elle m'a dit, je t'en supplie, le jour où j'accouche, si t'es pas là et que t'es ivre-mort, elle dit, là, je te pardonnerai jamais. Donc, tu connaissais la fenêtre de tir. Ouais, quoi. voilà. À partir de fin décembre, parce que ma femme a accouché mi-janvier. À partir de fin décembre, je me suis tenu à carreau. Quoi. Pourtant, c'est pas la meilleure période. Hein. Non. Hein non. Non. Ouais, je buvais un peu en cachette, oui, mais tranquille. Voilà. Tranquillou. Mais du coup, cette grossesse, on fait très vite là-dessus, mais elle s'est passée comment ? T'as été investi un peu ? Tu t'es renseigné ? Ah non, j'ai été surinvesti. On avait il y a d'ailleurs un truc qui est génial. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était comment on voit grandir le fœtus au fur et à mesure de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et donc on voit le stade, donc stade pépin de raisin, stade petit machin, balle de tennis, ouais, c'est ça, ouais. création des yeux, des poumons. C'est hyper intéressant. Je sais plus comment ça s'appelle ça. On suivait ça de près. La première fois qu'on a fait une écho, que ma femme a fait une écho, et qu'on a vu sa tête, en fait, c'était, je crois, 4 mois. J'ai pleuré quand même. Ouais, la première écho, c'est quelque chose. On est allé au resto, je m'en souviens derrière, je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer. La chialeuse, quoi. Le fragile. Le fragile. Et ouais, c'est beau. Ça devient concret, là. Ouais, ça devient concret. Et en plus, elle a gardé la même gueule. C'est ça qui est. Non, mais c'est vrai. Pour de vrai. Pour de vrai. Il y a 4 mois, c'est un concept. Elle a gardé la même gueule. Elle avait un petit nez, etc. Elle a toujours ce petit nez, cette même gueule. Non, j'ai eu une chance, c'est que ma fille, elle est très intelligente. Et elle est très drôle. Et elle est très jolie. Est-ce que c'est une chance dans la vie d'être très intelligente, très drôle et très jolie pour une fille ? Je lui souhaite. Non, mais il faut la protéger beaucoup. Quoi. Oui, c'est ça. Puis tu lui donnes, comme tu me le disais très justement, que ce soit toi ou ta femme, tu lui donnes aussi les armes pour. Et le fait qu'elle puisse te dire ce qui s'est passé ouvertement sans le garder pour elle, c'est une force absolue. Exactement. Tu vois, hier, moi, je te raconte une anecdote rapide. On n'est pas du tout là-dedans, mais ça m'a fait du bien que ma fille réagisse comme ça. Elle sort de l'équitation, elle s'est trouvée nulle. Bon, on n'est pas... C'est 2 salles, 2 ambiances, on est bien d'accord. Mais quand même, elle le vit mal, tu vois. Vraiment, elle se trouve nulle, quoi. Alors que ça fait 7 ans qu'elle fait de l'équitation, elle tabasse et tout. Et ben, je lui dis, ça a été, mon chat ? Elle me dit, ouais, cool et tout. Et on est dans la voiture. Et je sens qu'elle a besoin de me dire, mais je dis rien, tu vois. Et elle me regarde. Et à 12 ans, je la vois pleurer de temps en temps, mais c'est quand même assez rare maintenant. Ouais. Et là, elle craque. Je suis nul, voilà. Bah, tu sais quoi ? Ça me fait du bien qu'elle puisse se lâcher à ce moment-là. Qu'elle puisse partager avec son père, à 2, dans la voiture, parce qu'elle attend quelque chose de moi, de la rassurer, de lui donner peut-être des clés pour qu'elle avance autrement, de machin. Bah, ces moments-là, je trouve qu'à un certain niveau, on a réussi quelque chose. Tu vois, j'entends tellement de gamins dire oh non, mais moi, mes parents, t'es fou, quoi. Je leur parle pas de ça va pas ou quoi. Je dis pas ça, je dis pas ci, machin. Elle aura son jardin secret, bien entendu. Mais il y a des moments quand il se passe quelque chose là, ça fait du bien. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que dans la voiture, alors c'est pas très écolo, la bagnole. Hein. Bon, maintenant, il y a des bagnoles électriques. Hein. Ouais. Mais dans la voiture, il se passe des choses... Totalement. C'est pour ça que je fais une émission, et c'est pas pour amener à l'émission, c'est que dans la voiture, il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ? Et moi, souvent, par exemple, avec ma fille, je vais chez le boucher, j'ai un boucher que j'adore à Vendargues, machin. Ça dure, c'est 10 minutes aller, 10 minutes retour, hein, c'est pas grand-chose. Puis, tu connais les enfants, à un moment, ils te parlent, puis à un moment, ils te mettent de la musique, puis ils sont là, puis ils sont plus là, tu vois. Mais si tu arrives à la petite 35 secondes, tu vois, où tu arrives à avoir un petit bout de conversation. Et dans la voiture, en fait, tu ne te regardes pas. Donc, tu es face à la route. Et donc, en fait, c'est un peu comme si tu as un truc un peu de session de psy. Tu vois ? C'est pour ça, d'ailleurs, que les psys, on ne les regarde pas et qu'ils se mettaient à l'époque de... Toi, tu étais de dos et le psy était derrière et tout. Et la bagnole, c'est totalement un vecteur de psy. Et d'ailleurs, même quand tu es avec ta femme, tu te rends bien compte que dans la bagnole, tu te dis... Alors, souvent, le premières 25 minutes,
se passe très mal. Ouais. Parce que là, tu te prends tout dans la tronche, toi. Tout ce que tu as fait de mal depuis 6 mois, tu sais, quand tu pars en vacances. Le petit bilan, quoi. Ouais, le petit bilan. Tu fais comme ça. Hey, ça va être sympa l'Italie. Là, tu te fais attends, Ouais. attends Mulhouse. On verra après. Tu verras après Mulhouse si ça va être sympa, tu vois. Et c'est vrai qu'on se dit pas les mêmes choses dans la voiture. Ah ouais. Et après, on se dit même des choses plus dures, mais on se dit après des choses plus douces, des trucs que tu ne dirais pas dans la vraie vie, parce que c'est compliqué de regarder quelqu'un et de lui dire à quel point tu l'aimes, à quel point l'autre est important pour toi, à quel point tu te livres, etc. Et donc, donc c'est marrant que ça se passe dans les voitures, ça. T'arrives justement à choper des conversations clés avec ta fille dans la voiture. Ouais. Non, mais c'est marrant, mais ça marche pour tout. Ça marche en couple, ça marche en famille. Moi, je me souviens avoir des discussions incroyables avec ma mère, tu vois, sur la vie, sur. C'est vrai, t'as raison. La voiture, c'est un vrai truc, quoi. C'est un endroit, je sais pas, il y a un truc clos qui fait que t'as raison. On se livre. Et puis on se regarde pas. Ouais, mais c'est ça surtout. C'est ça. Que J'avais pas analysé ça, mais t'as raison. T'as pas le regard de l'autre. Ouais. Donc t'as pas le jugement quelque part. Exactement. Tu te livres. Exactement. Nature peinture. Toi qui as eu donc cette enfance, disons particulière. Et donc il a fallu que tu te cherches, tu te trouves, tu passes par des métiers voilà, qui forcément n'étaient peut-être pas ce que tu avais dans le cœur absolument, mais tu répondais à certains codes de la société. Pour finir maintenant artiste qu'on connaît, Saltimbanque, Troubadour et Ménestrel. Mais en ayant vécu tout ça, on se dit souvent on fait ce qu'on peut dans l'éducation qu'on donne avec le background qu'on a eu, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu souhaites lui transmettre à ta fille? Comment tu la sens cette histoire de paternité? Il y a ma femme qui a une phrase que j'adore, c'est les gens n'aiment pas goûter à leur propre remède. Tu vois. Ouais. Donc c'est ça que je devrais lui transmettre. C'est souvent, moi je déteste œil pour œil, dent pour dent, tu vois. Je trouve que c'est vraiment le truc le plus nul au monde. Il y a souvent, si c'est vraiment grave, c'est la justice qui s'en occupe. Et c'est pas parce qu'on t'a mis une pêche que tu dois rendre la pêche. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ma fille, déjà, elle soit empathique, elle comprenne, elle digère. Et il y a une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Anne-Sophie Girard, qui a écrit un bouquin là-dessus. Et elle dit quand parfois quelqu'un est en colère ou a de la violence ou a des mots qui sont déplacés ou trop crus ou n'importe, elle dit j'ai envie de le prendre dans mes bras. Je trouve que ça, c'est la plus belle chose à transmettre. C'est dire dépasse ce que l'autre te donne, regarde le fond de son cœur, regarde ses yeux et peut-être que la personne, en fait, tu vas penser qu'elle est dure, alors qu'en fait, c'est peut-être celle qui va le plus t'aimer et le plus, voilà. Méfie-toi. Moi, je me méfie toujours des faux empathiques. Pour moi, c'est les pires. C'est ceux qui t'entraînent vers le fond du trou. Et moi, comme je suis souvent assez naïf, les faux empathiques me troublent. Parce que je crois que je prends de l'amour là où, en fait, il y a de l'intérêt. Oui, il y a de l'intérêt. Ouais, souvent, c'est ça. Et ça... Et je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça et qui se sont fait tellement troubler par les faux empathiques qu'après, ça les a rendus durs. Ouais, ça, c'est une sorte de protection derrière. De protection. Ouais. Et après, on se dit, lui ou elle, ils sont méchants, ils donnent pas d'interview. Mais parce qu'on les a tellement sollicités et ils ont tellement eu ça, cette fausse empathie, cette fausse... Moi, c'est Depardieu. Là, je vais parler de Depardieu. Moi, je suis contre la cancel culture. Et Depardieu, s'il doit être condamné, il doit être condamné. Hein. On est bien d'accord. Et pour moi, la cancel culture, c'est une connerie. Par contre, le fait de dire maintenant Depardieu, il passe plus sur les plateaux de télé et il est plus invité, c'est normal. S'il est condamné, c'est totalement normal. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas La Chèvre avec plaisir. Ouais. On est d'accord. Bien sûr. Tu vois. Et c'est quelqu'un qui me disait Depardieu était hermétique totalement et aux compliments et à la détestation. Et ça, je le comprends. Et je trouve que ça, c'est une force. Il faut être hermétique aux compliments. Parce qu'en fait, les compliments, c'est... je ne sais plus la phrase qui dit les flatteurs n'engagent que ceux qui les écoutent. Ou je sais pas quoi. Après, ça dépend d'où viennent les compliments. C'est-à-dire que si tu prends un compliment de ta mère, ta fille, je reviens sur la famille, voilà. On le prend avec plaisir. L'entourage professionnel, peut-être un peu moins. Moi, le compliment de ma femme, je l'attends déjà.
Il va peut-être venir un jour. Oui, hein. il va arriver. Non, Bah. plus je dis ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'entends, elle me dit, ah, c'était pas mal là. Ouais. Et là, moi, c'était pas mal de ma femme. Il vaut tous les compliments de toute la terre du monde. Voilà. Et en plus, elle est assez juste dans ses analyses. C'est marrant que tu me parles de Depardieu. Je voudrais qu'on parle de ça rapidement, mais on est à peu près de la même génération à 2-3 ans près. T'as un truc chez toi qui est assez fascinant. C'est que t'as vraiment des refs que je connais aussi, mais que je n'ai pas analysé comme tu peux les analyser aussi. Un peu old school, tu vois, du vieux cinéma, des émissions de notre enfance des années 80, machin. Comment tu te situes par rapport à ça, entre cet ancien monde qui ne t'appartient pas forcément, mais si c'est un bout de ton enfance, et ce nouveau monde qui maintenant fait partie de ta vie, que ce soit avec ta fille, les nouveaux codes sociétaux, les applis, les machins. Comment tu te situes par rapport à ça? Tu viens de me parler de la cancel culture, forcément, moi, je mets en parallèle le c'était mieux avant, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comment toi, t'arrives à te situer là-dedans? C'est avec Patrick Sébastien que j'avais eu cette belle discussion. Lui, il avait appelé ça la nostalgie. Et justement, c'est pour dire c'était pas mieux avant. C'est simplement utiliser ou prendre ce qui s'est passé avant dans le bien et l'utiliser aujourd'hui. C'est comme si tu dis, tiens, je fais une soirée avec des potes et on va se remettre des bons vieux Claude François, ouais. Jodassin, etc. C'était pas mieux avant, Jodassin. Je veux dire, il y a des chansons de Jodassin qui sont à chier, on va pas se mentir. Toi, Les yeux d'Émilie, bon, on chante tous dessus, mais c'est pas ce qu'on appelle un chef-d'œuvre musical. Absolument pas. On est d'accord. Oui. Mais quand tu écoutes Les yeux d'Émilie, t'arrives, tu te lèves et tu fais ça part. Ça part. Hein, tu vois. Et ben, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire, on utilise des trucs d'anciens. Et on prend le bon, et puis on l'utilise aujourd'hui. Moi, il y a un truc aujourd'hui que j'adore. Par exemple, moi, je trouve que la société moderne, il y a des trucs géniaux. Les réseaux sociaux, moi, je trouve ça génial. YouTube, je trouve ça génial. Parce que, en fait, ça donne la possibilité à plein de gens d'essayer. Moi, quand j'étais à Saint-Étienne, quand j'avais, 12 ans, monter comme Camille Combal, tu vois. L'autre, il vient des Alpes du Sud. Camille Combal, si tu veux, avant qu'il devienne numéro 1 de TF1, il s'en est passé, si tu veux. Parce bien que, sûr. Il faut les gravir, les échelons. Il faut la traverser, Il faut la traverser, et puis même ces montagnes, tu vois. Faut qu'il les ait vallonné. Et voilà, ces moon boots, tu vois. Faut qu'il les ait enfilés, ces moon boots. Et à l'époque, c'était super, super compliqué. Aujourd'hui, ça le redevient super compliqué parce qu'il y a tellement... c'est pléthorique qu'à un moment donné, il faut vraiment se surpasser pour faire en sorte que les gens te trouvent. Mais au moins, ça donne la chance à tout le monde. Donc les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a eu des choses magnifiques dessus. Après, évidemment, le problème, c'est que j'aime bien la phrase qui dit il y a toujours un abruti du village. Le problème des réseaux sociaux, c'est que tous les abrutis ont commencé à communiquer entre eux. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ce qu'on dit souvent, les conversations sur Twitter, X, machin. Ouais. C'était au troquet du coin entre deux demi. Bon, maintenant, c'est voilà, et tout le monde donne son avis. Mais il y a aussi la télé qui commence à s'essouffler. Ouais. Qui commence à montrer, on va dire, des signaux de il faut pas avoir de procès avec machin, il faut plaire à la truc, il faut avoir la pub de machin, il faut donc au bout d'un moment tu te retrouves avec des émissions qui sont un peu creuses, on va pas se mentir. Ouais, c'est clair. Et que les on va dire YouTube propose parfois du contenu et d'ailleurs je trouve que ce qu'ont fait Carlito et McFly, enfin plutôt McFly et Carlito parce que c'est comme ça qu'on dit, c'était super bien. Ouais. C'était vraiment bien, honnêtement. Tu veux dire la proposition globale de leur chaîne et tout. La proposition globale, c'était de dire nous, on fait de la télé sur Internet, en fait. Ouais. Et ils ont fait des trucs super quali. Et ils continuent à en faire. Et donc là-dessus, je trouve que ce monde-là, il y a des trucs super, vraiment. Ouais. Et parfois, moi, je découvre des pépites sur Internet qu'on s'envoie, tu vois, comme quand j'ai fait la vidéo Bleu Métal, où les gens se sont dit, voilà. On se la partage entre nous, bien sûr. Là, moi, j'ai des pépites où je les envoie et je dis, punaise, mais c'est trop bon, c'est trop bon, c'est génial, c'est jouissif, tu te l'envoies sur WhatsApp et ça te fait ta journée tellement tu te marres, tu vois. Et du coup, tu te situes comment par rapport à ta fille? C'est-à-dire que est-ce que t'as ta phase transmission, je veux absolument que tu vois tel et tel, on parlait de La Chèvre, mais je veux que tu vois tel et tel film qui ont bercé mon enfance, moi je le fais beaucoup. Moi aussi. Et à côté de ça, tu te situes comment par rapport au téléphone, aux applis, aux machins? Alors, tu vois, nous, le téléphone, et je suis très content de ce que tu as dit par rapport aux réseaux sociaux et l'âge de 15 ans. Moi, je dis le téléphone portable, c'est de l'héroïne
qu'on confie dans les doigts d'un enfant de 10, 11 ans. C'est de l'héroïne. Moi, j'ai vu ma fille se transformer en 3 mois. Elle avait du vocabulaire, elle s'intéressait aux choses, elle s'intéressait aux gens, elle était joyeuse, elle faisait du roller, elle était copine avec les copines du quartier. Moi j'habite en lotissement, j'adore à l'américaine, tu vois. Okay. American Way of Life, mais façon franchouillarde. J'adore ça. Parce que je trouve que c'est génial, tu vois. Tu fais un barbecue, t'es là, salut Michel, t'as pas du beurre, t'as pas des croquettes, c'est sympa, tu vois. Et d'un coup, ma fille se refermait comme une huître, perdre du vocabulaire, perdre l'envie de jouer, plus avoir ses copines du quartier. Et à un moment, je lui ai dit, ça devient problématique, le téléphone. Ouais. Au début, on l'a pris, tu sais, style, s'il y a un problème, tu peux nous appeler. Puis en fait, comme on fait tous. Comme on fait tous. Et après, tu dis, mais en fait, non, il y a la vie scolaire. Tu vois. Moi, en plus, le collège, il était à 300 mètres de la maison. Donc, s'il y a vraiment un gros problème, à moins qu'il se passe un énorme problème entre le collège et la maison, mais c'est bon, c'est une route toute droite, ça peut arriver. Hein. Oui, non, mais je veux dire, on l'a fait. Mais, tu vois, t'es allé au collège sans téléphone. Et moi aussi, exactement. Voilà, bon. Donc, j'ai pris le téléphone. Je l'ai enlevé, j'ai enlevé tout, même WhatsApp. Parce qu'après WhatsApp, tu as des groupes, puis tu as des contre-groupes. Ouais, même entre adultes, tu as des contre-groupes. Mais bien sûr, tu vois. Il y a des contre-groupes, je vais même te dire pire que ça, cet été, on lui autorise WhatsApp parce que pression sociale, toutes les copines non, machin. Et je me rends compte que sur WhatsApp, tu peux déjà poster ton quotidien en story et tu peux monter une chaîne. Bien sûr. Et là, je vois la chaîne et je me dis, mais attends. Je vois la chaîne et je vois qu'elle poste quasiment toujours salut Zach, et derrière des gens qui la suivent, je dis mais est-ce que tu sais qui sont ces gens, ces 06 là? Et elle me dit non. Bah non. Je dis sur WhatsApp en fait les gens te suivent, tu peux pas savoir qui c'est. Elle me dit non. Je dis bah donc ça peut être n'importe qui, ça peut être Jean-Claude 62 ans, ça peut être une pote, enfin tu vois. Faut jamais oublier. Et moi j'ai un copain qui a monté une association sur le harcèlement sexuel. Et faut jamais oublier qu'il y a à peu près entre 5 et 10% de pédophiles en France. Ouais, voilà. Non, mais, de toute façon... Et ça veut dire qu'on a tous dans notre entourage un pédophile. Avec qui t'es pote, avec qui t'as bu des canons, et avec un mec que t'as fait rentrer chez toi et qui a vu ta fille, tes enfants, etc. Tous. Ah ouais. Donc, c'est hyper important de tout protéger. Donc, effectivement, quand tu dis dans les 06 et les machins, ça veut dire que t'as une saloperie. Mais bien sûr. Au milieu, t'as une saloperie. C'est ça. Et du coup, t'as tout récupéré, t'as tout viré. Nous, on a tout viré. Et donc tu l'as refilé le téléphone pour appeler, message, machin. Non, elle a le téléphone. Et puis les jeux, Candy Crush, ou je sais pas quoi. Et est-ce qu'elle... Mais elle est super futée, hein. Parce qu'après, elle dit, oui, mais pour mes recherches, quand je veux faire des devoirs, il faut que j'ai Google. Alors on fait, bon bah ok Google, tu vois. Mais sur Google, elle peut tout avoir en fait. Bien sûr. Et donc elle recrée des groupes, des trucs que je sais même pas faire. On m'a appris avant-hier que tu pouvais créer des conversations sur Pinterest. Mais voilà. Tu vois, donc bon, des CapCut, tout. Moi je sais pas, j'avais une fille normalement de 11 ans et demi, l'autre elle est au MI6, tu vois. Mais c'est après, alors inversement, j'ai le fils d'un pote, Yanis, qui était passionné par ça. Je l'embrasse, c'est un génie absolu. Et lui, pareil, interdiction de machin, t'as pas YouTube, t'as pas d'ordi, machin. Il rentrait. Et la nuit, sa madre, elle ouvrait la porte comme ça pour voir ce qu'il faisait. Mais il était devant un ordi. Il disait, voilà, t'es encore en train de... Non. Et elle voyait des trucs défiler. Mais bien sûr. Des écritures, des trucs. Et il était en train d'encoder le gamin. Ouais. Et on lui avait dit, non, pas de truc. Il a pris sa DS, il a mis YouTube dedans. Bien sûr. Dit, je mettrai, tu vois. Oh, les gamins, avec un grille-pain et un micro-ondes, ils arrivent à te faire une chaîne YouTube. C'est les MacGyver de 2024, quoi. Donc il faut. Non, mais c'est fou. Et je dis, le téléphone, c'est du poison. Mais c'est vraiment du poison. Et quand on lui a interdit le téléphone, donc au début, elle fait la tronche, machin, on va chez des amis. Et là, il y a un petit garçon. Et puis, petit garçon, petite fille, ils se parlent pas. C'est deux mondes différents. Ils ont le même âge, pile poil. Et lui, il est sur son truc, sur son téléphone et tout. Puis à un moment, ses parents, ils disent, attends, t'as une copine de ton âge, tu vas arrêter ton téléphone. Donc, il lui enlève le téléphone. Donc, pendant une demi-heure, petit garçon, petite fille. Donc, au bout d'un moment, il commence à lui dire, tu joues à FIFA non, mais ça commence comme ça, très bien. Allez, t'es encore un écran. Mais c'est très bien. Mais tu vois, allez, FIFA. Et donc, il commence à papoter. Donc là, elle s'emmerde, on va jouer à FIFA parce que ma fille déteste le foot. Et il y avait des tout petits qui avaient 5, 6 ans, etc. Et elle s'est dit, de toute façon, foutu pour foutu, tu vois. J'ai fait faire la maîtresse d'école. Elle a réuni tous les gamins et elle a fait la maîtresse d'école. Elle leur a fait les cours et les trucs, et elle a joué avec eux. On est parti de la journée, elle me dit, je me suis éclaté.
Voilà. Et bien sûr, mais non, mais moi, tu prêches un convaincu. C'est juste une bataille du quotidien parce que la pression sociale, parce que plein de trucs, et puis parce que c'est à nous de faire le job. Moi, j'ai eu la chance d'aller au ministère et je me suis bien rendu compte que c'était à nous de faire le job. Ouais, bien sûr. C'est à nous de nous renseigner. Internet sans crainte, d'ailleurs, une asso qui fait un boulot extraordinaire que j'embrasse, qui aide beaucoup les parents à nous donner des astuces de contrôle, de machin. Donc ouais. C'est important qu'on en parle du harcèlement et du téléphone. Bien sûr. Je te remercie d'être venu me voir, Chicandier. Franchement, je suis trop content. Moi aussi. Puis c'est la première fois que je parle comme ça de parentalité. Et c'est... merci. Non, merci à toi parce qu'on te connaît tel que tu es, que ce soit les réseaux, la télé ou sur scène. Mais c'est vrai que c'est une thématique qui nous permet d'aborder d'autres sujets aussi. Et c'est important que tu puisses aussi, toi, porter le message sur ces paternités, sur ta vision du monde. C'est vraiment le message que je donne aux parents. C'est moi, je suis rien, je suis personne pour délivrer des messages. D'ailleurs, je déteste quand les gens le font parce que moi, je considère les gens intelligents. Je prends les gens pour les gens intelligents. Voilà. Donc après, quand il y a quelqu'un qui une fois m'avait demandé de faire un truc sur à l'époque le port du masque pendant le Covid. C'était, je crois, à la mairie de Paris. J'ai dit, mais quand vous me parlez, si t'as Danny Boone qui te fait comme ça, hey, portez bien le masque, hein. Tu fais, mais c'est quoi C'est quoi? Quel est le message? Quel est le message? Non, mais c'est le ministère de la Santé publique qui me raconte un truc, toi, c'est pas moi. Et moi, simplement, pour ma petite expérience, le téléphone et les enfants, c'est pas compatible jusqu'à 15 ans. Ouais. Tu as entièrement raison. Et à 15 ans, c'est à surveiller de très près. C'est clair. Voilà. Et c'est un mec qui a fait sa vie avec une vidéo dans sa bagnole sur les réseaux sociaux qui vous dit ça. Ouais. Oui, mais qui a déjà bien bourlingué avant de faire cette vidéo. Faut jamais oublier que Zuckerberg, ses enfants n'ont pas de téléphone portable et pas accès aux réseaux sociaux, ni Elon Musk. Voilà, ça donne. Et pareil pour à l'époque le créateur d'Apple, j'ai oublié son nom, Steve Jobs. Voilà. Tu vois. Donc on sait à peu près où on va. Et Marc Dorcel n'a jamais bandé. Donc voilà. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup. T'es au Théâtre des Mathurins tous les jours? Tous les mardis et mercredis à 19h. Tous les mardis, mercredis. Jusqu'au 18 décembre. Au Théâtre des Mathurins tous les mardis, mercredis à 19h, dans la 9e vie du chat. Parce que tu as eu tellement de vies qu'il y en avait au moins 9 à cocher et à raconter sur scène. Merci infiniment d'être venu. Merci à toi. C'est trop cool. Ciao.